Bien, je reviens rapidement sur l'exercice du gel d'un lac pour l'étudier d'un point de vue des résistances thermiques. Donc on avait vu dans la partie précédente, l'équation maîtresse était celle-ci. En fait, ce terme-là représente l'énergie qui est libérée lorsque une épaisseur dZg de glace d'eau devient glace, parce que en fait, en faisant dZg fois S, vous avez le volume qui devient glace. En multipliant par la masse volumique, vous avez la masse qui devient glace, et en multipliant par l'enthalpie de changement d'état massique, vous avez donc l'énergie qui est libérée par la congélation de cette couche de glace. Et cette énergie-là est évacuée par transfert thermique à travers la couche de glace. Et donc l'idée, c'est que on peut exprimer plus rapidement le flux sortant en utilisant la notion de résistance thermique. Si on se place, donc on aura la résistance thermique qui va être en fait égale à l'épaisseur Zg de glace, et on divise par la conductivité thermique du matériau fois la section du matériau. Et donc immédiatement, si on a le flux et la différence de température et la résistance thermique, on a un lien direct entre les trois qui dit que, par analogie, d'accord, I égale delta V sur R en électricité. Donc ici, on aura le flux thermique qui sera la différence de température, bien en convention récepteur, vous voyez, entre le delta T qui serait ici et le flux qui va, bien sûr, du chaud vers le froid, donc TF moins TS sur la résistance thermique de la glace. Et donc, si vous appliquez directement la formule de la résistance thermique pour la glace, eh bien, vous pouvez trouver que phi S, c'est TF moins TS, et donc RTH, c'est Zg de T fois lambda G fois S. Et si vous égalisez, donc si vous reportez cette formule-là ici, eh bien, vous avez directement, je vous laisse vérifier, mais en disant que Zg point, c'est bien sûr dZg sur dt, eh bien, vous avez directement la formule qu'on a mis plus de temps à trouver précédemment. Alors, en revanche, les hypothèses sont bien les mêmes, parce que pour utiliser la notion de résistance thermique, la notion de résistance thermique nécessite d'être en ARQS, ou en régime permanent. Donc, l'hypothèse qu'on avait fait de régime ARQS pour trouver la solution est bien aussi présente ici, mais elle est masquée dans l'utilisation de la résistance thermique. Également, la résistance thermique suppose qu'il n'y a pas d'apport en volume au sein du dispositif. Donc en fait, les hypothèses sont bien les mêmes, mais elles sont un peu masquées par l'utilisation de la résistance thermique, qui a des conditions d'application. Voilà, donc là je n'irai pas plus loin, parce qu'une fois que vous avez l'équation qui est là, il suffit de la résoudre, mais après c'est la même équation, donc forcément la solution sera la même. C'est juste pour vous montrer que la notion de résistance thermique peut être très efficace pour résoudre plus rapidement un problème, à condition qu'elle soit applicable. Alors maintenant, on complique un peu l'exercice, et on suppose qu'en plus d'avoir la couche de glace, il y a un transfert conducto-convectif en surface, c'est-à-dire que la température de la surface de la glace n'est pas forcément rigoureusement égale à la température de l'air. Donc on supposera pour la suite que on a toujours la température de l'air à moins 30 degrés Celsius, mais maintenant on suppose que la température de surface de la glace peut être variable, et on définit un transfert conducto-convectif en surface dont le flux vaut H, la constante conducto-convectif, fois la différence de température, fois la section. Alors on sait assez facilement dans ce cas-là que pour le transfert conducto-convectif, si on écrit à nouveau un delta T sur phi, vous voyez que ça fait 1 sur HS, et on voit que pour le transfert conducto-convectif, vous pouvez définir une résistance thermique qui vaudra 1 sur HS. Et donc finalement, ce dispositif-là, eh bien, l'idée va être que vous aurez donc finalement deux résistances thermiques en série. Dans le premier cas de figure, en fait, ce qu'on avait fait, supposer que TS était égal à TA, ça revient à supposer que c'est comme si ici on posait 0, mais vu que le flux est bien fini, vu que c'est le flux phi S qui traverse, ça revient à poser un H infini. Donc la première situation, c'est si on imagine qu'il y a par exemple beaucoup de vent et que les échanges thermiques se font très efficacement à la surface. Si ce n'est pas forcément le cas, il faut normalement introduire un transfert thermique qui indique que la température en surface de l'objet, ce n'est pas la température de l'air autour. Voilà. Donc en fait, c'est comme si par exemple vous approchez, je sais pas, une casserole chaude. C'est sûr que vous approchez de la casserole, il fait
La température est relativement élevée, mais ce n'est quand même pas la température si vous touchez réellement la casserole. Donc il y a un écart entre la température au voisinage de la casserole et la température à la surface de la casserole. Donc en faisant ceci, on peut définir une association série. Le flux va traverser successivement les deux. D'accord? Donc le flux va traverser, c'est le même flux bien sûr qui est ici et ensuite qui est là, et qui traverse les deux couches en fait, la glace plus après le transfert conducto-convectif. Et donc on peut définir une association de résistance en série, comme ici, et forcément la résistance totale, ce sera bien la résistance conducto-convective plus la résistance de la glace, l'épaisseur, comme on a vu tout à l'heure, lambda fois la section. Mais après, le résultat est le même, parce qu'en fait, après, il suffit de reprendre la même formule qu'avant, et le phi, eh bien, ce sera la différence de température sur RTH, RTH étant la résistance thermique totale. Donc on peut reprendre la même formule, mais vous voyez, ce que je fais maintenant, c'est que je rajoute ce terme par rapport à la formule précédente, je vais rajouter le terme qui est ici. Mais j'ai toujours le terme de gauche ici qui est égal au flux dt, comme ici on avait phi dt qui est égal au terme qui est ici est écrit à gauche. Voilà. Mais c'est vraiment la même formule. Et notez bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, que si vous prenez h qui tend vers l'infini, dans le cas initial, eh bien, vous retrouvez la formule d'avant, parce que 1 sur hs redisparaît de la formule. Donc maintenant, on a une nouvelle équation qui est plus compliquée à résoudre. Alors pour la résoudre, j'ai simplement déjà fait quelques transformations. Ce que j'ai commencé par faire, c'est faire passer le S de l'autre côté. En faisant passer le S de l'autre côté, eh bien, ça simplifiait les S. On avait donc S sur S et S sur S. Et ensuite, j'ai mis au même dénominateur au dénominateur de la fraction. Et puis j'ai réécrit un peu les termes en isolant des ZG. Bon, vous vérifierez, mais avec une ou deux lignes de calcul, on passe assez facilement de cette ligne ici à cette ligne-là. Ensuite, il peut être intéressant de faire apparaître quelques longueurs caractéristiques et quelques temps caractéristiques. En particulier, ici, si par exemple vous divisez par là, on peut être intéressé par diviser par lambda g. Vous voyez, l'idée, ça va être de diviser par lambda g au numérateur et au dénominateur. Et donc, on aura h sur lambda 1 plus h sur lambda g zg. Et forcément que h sur lambda g, par dimensionnement, est forcément une longueur que j'appelle L0. Et vous aurez, en factorisant le h ici, un terme finalement sans dimension. Et vous aurez nécessairement ensuite la possibilité de faire apparaître quelque chose qui devrait être forcément une longueur sur un temps pour corriger le temps qui est là. Bon, avec quelques petits calculs, vous vérifierez, mais si vous posez L0 égale, bon, vous n'êtes pas obligé d'y penser, mais si on vous dit, utilisez L0 égale lambda g sur h et le taux qui est marqué ici, vous vérifierez, là encore, ce n'est pas extrêmement difficile, il suffit d'utiliser les notations qui sont là, vous vérifierez assez facilement qu'on obtient cette équation sur ZG qui est plus simple, si vous voulez, ça permet d'avoir une équation un peu plus simple à traiter avec des grandeurs qui sont peut-être assez significatives pour la suite de l'exercice. Alors arrivé ici, ça c'est l'équation différentielle, donc je vais l'intégrer, donc ici vous avez dZg, je vais chercher des primitives, donc en fait dZg, je vais l'intégrer en Zg, là j'ai Zg, dZg, ce qui va faire du Zg carré sur 2, et là j'ai dt que je vais primitiver en t, bien sûr. Alors normalement il y aura une constante à rajouter, plus une constante, mais simplement je suppose que la couche de glace est nulle à l'instant initial, donc ça fera 0 plus 0 doit être égal à 0 plus constante, donc la constante fait bien 0, mais quand vous faites la primitive, n'oubliez pas la constante, et après utilisez la condition initiale. L'unité de la condition initiale vient parce que on prend ceci. Je réécris. Donc là on est une équation du second degré que je réécris juste simplement habituellement sous la forme canonique. Donc je multiplie partout par 2L0, donc j'ai Zg carré plus 2L0 Zg, moins 2L0 carré sur taux t, que je passe de l'autre côté. Alors pour la résolution, bon après j'ai écrit la solution, on peut revérifier rapidement. On aurait donc Zg de t qui vaut moins b, donc moins b c'est lui, 2L0, moins 2L0, plus ou moins racine, alors delta b carré, donc 4L0 carré, moins 4 AC, d'accord, donc moins et moins font plus avec le 4, donc on aura 4 fois 2L0 carré T sur taux, et sur divisé par 2A, donc on redivise par 2, d'accord, moins B plus ou moins racine de delta sur 2A avec A qui vaut 1. Alors on voit la simplification par 2 immédiatement qui se produit,
puis on peut sortir en fait un 4 de la racine qui fera 2. Bon, ça c'est évident parce qu'on aurait pu faire le discriminant réduit vu qu'on avait un b qui était pair. Voilà. Et ensuite, on sort encore le L0. Vous voyez, on va factoriser le L0. Bien sûr, on garde la solution avec le plus parce que l'autre solution serait négative. Donc, on garde la solution avec le plus. On factorise par L0. Et en factorisant par L0, on fait apparaître ce résultat qui est là. Je vous laisse vérifier, mais normalement, on aboutit à ce résultat-là. Donc, cette formule qui est là. Donc, ZG de T qui vaut L0 qu'on factorise. Pardon, une grande parenthèse. Racine de 1 plus 2T sur taux. Moins 1. Je rappelle rapidement les relations qui sont ici, d'accord? L0 et taux. Alors, bien sûr, la formule est plus élaborée que précédemment. En particulier, on a plusieurs points intéressants. L'idée, déjà, vous pouvez remarquer, on peut revenir à cette formule-là, mais vous voyez que maintenant, quand la couche de glace est d'épaisseur nulle, j'avais dit dans la première partie qu'on avait une dérivée de ZG qui était infini et on avait un démarrage de la fonction racine, donc avec une dérivée non définie, parce que la couche de glace était nulle, donc il n'y avait pas de résistance thermique. Maintenant, même si vous avez ZG qui vaut 0, vous voyez que la formule n'est plus nulle maintenant de ce côté-là, et enfin, le dénominateur n'est plus nul, et donc vous aurez bien sûr une dérivée qui sera finie au départ, tout simplement parce que vous aurez la résistance thermique associée au transfert conducto-convectif qui est toujours présente. Et donc, en fait, ça va ralentir la formation de la glace au départ. Donc, il n'y a plus cette divergence initiale. Plus précisément, on peut commencer par se placer au temps long. Donc, un temps long, ça veut dire qu'un t très très grand devant taux, vu que taux est le temps caractéristique du problème. Et si t est très grand devant taux, vous voyez que zg de t, eh bien, 1 sera négligeable devant 2t sur taux, et forcément, racine de t va l'emporter sur moins 1. Donc, on aura zg qui sera à peu près égal à L0, racine de t sur taux. Voilà. Alors l'idée, si on veut vraiment conclure, c'est de faire rentrer éventuellement le ZG pour essayer de retrouver la formule d'avant. Donc on va rentrer tout ça dans la racine. Je vais donc faire rentrer L0 carré dans la racine, ce qui va faire lambda G carré sur H carré fois 2 fois T. Et alors je remplace taux par son expression, ρ G fois delta fusion petit h fois lambda G TF moins TA sur H carré. Donc j'ai les H carrés qui disparaissent, je vais en rediscuter. J'ai les H carrés qui vont disparaître. Et j'obtiens finalement que ZG au temps lent, ça devient racine. Alors j'ai un lambda G qui va aussi se simplifier en partie, hop, comme ceci. Et j'obtiens finalement 2 lambda G TF moins TA fois T sur ρ indice G delta fusion de petit h. Et ça, c'est la formule qu'on avait trouvée précédemment. Parce que bien sûr, alors, CF, première partie. Et vous voyez que au temps long, seul lambda G apparaît. Au temps long, vous n'avez plus H. Le petit h a disparu de l'expression du transfert conducto-convectif parce que forcément, au temps long, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien, vous aurez une très grande épaisseur de glace. Et donc, en fait, cette grande épaisseur de glace, elle va générer une forte résistance thermique de la glace qui sera très grande devant la résistance thermique conducto-convectif. Donc, on pourra dire que la résistance thermique, c'est à peu près la résistance thermique de la glace. Donc, finalement, au temps long, ce qui pilote la croissance de la glace, ce qui limite la croissance de la glace, c'est la diffusion au sein de la glace parce que la couche de glace est épaisse. Et voilà. Donc ça fait une résistance thermique de glace importante. Donc c'est elle qui l'emporte et c'est forcément l'aspect diffusion qui apparaît pour la croissance de la glace. On retrouve la première partie. En revanche, au temps court, alors si on se place au temps court, l'idée c'est de faire un développement limité. Donc si on se place au temps court, on va dire que ZG de T, c'est donc L0. Et donc si on développe la racine à l'ordre le plus bas, ça fait 1 plus 1 demi fois 2t sur taux moins 1. Et on a, vous voyez que maintenant, la loi de croissance n'est plus, on a une loi de croissance affine au départ. Et donc, si j'ajoute les deux, ça va faire L0, t sur taux.
Alors ce qui est intéressant, c'est que si on remplace par les formules, donc je vais essayer de garder ça pour remplacer. Donc là, j'ai une croissance linéaire au lieu d'avoir une croissance qui était en racine, pardon. Alors je remplace, ça fait lambda g h, c'est là que ça devient intéressant, t fois, et taux, ça fait rho de g, delta fuse petit h, fois lambda g, sur tf moins ta, h carré. Voilà. Et là, quand on simplifie, qu'est-ce qu'on va voir? On aura zg. Alors, regardons ce qui se simplifie. On a lambda g qui se simplifie, on a un h qui se simplifie, et on obtient finalement que zg de t, au temps court, bien sûr, ça va s'approximer par tf moins ta sur rho g delta fuse de petit h. Et surtout, le point important, c'est que vous voyez, il vous reste petit h ici. Il reste petit h, mais il ne reste plus lambda. Parce que au temps court, évidemment, ça c'est totalement l'inverse. Au temps court, en fait, vous avez une épaisseur de glace qui est très faible. Vous avez une épaisseur de glace qui est très très faible. Donc finalement, la résistance thermique de la glace, eh ben, elle est très faible, qui est proportionnelle à l'épaisseur de glace. Elle est très faible devant la résistance thermique de Newton, conducteur convectif qui ne change pas. Et on peut assimiler la résistance thermique. Et donc, le flux, en fait, à la résistance thermique conducto-convective. Donc, le flux sortant, ce qui pilote la croissance de la glace, c'est vraiment piloté par le transfert conducto-convectif. Et c'est pour ça que c'est H qui apparaît dans les premiers instants. Donc, vous voyez, à temps long, c'est vraiment la diffusion au sein de la glace qui pilote la croissance. Et alors qu'à temps court, c'est la conduction au sein, à la surface qui pilote la croissance et qui fait qu'elle n'est pas infinie. Donc si on trace rapidement une allure de courbe, on aurait en fait voilà, deux parties d'évolution, d'accord? On aurait là, je fais ça très grossièrement, mais si on trace la croissance si on trace la croissance de la glace au cours du temps, maintenant on va partir avec une loi affine dans les premiers temps, et après on a peut-être quelque chose comme ça, d'accord? On a le changement en loi de puissance, enfin en racine de t. Donc là, c'est l'aspect conduction qui va l'emporter en surface. Et là, c'est l'aspect diffusion dans la glace. Voilà. Donc finalement, bon, juste pour terminer, mais ça montre l'intérêt, si vous voulez, donc l'intérêt de cette partie d'exercice, c'est de montrer comment avec les résistances thermiques, on peut faire le calcul beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Et on peut aussi en discuter. Donc l'intérêt aussi de faire apparaître des grandeurs caractéristiques intéressantes pour simplifier un petit peu le problème et la résolution de l'équation pour ne pas traîner des termes trop compliqués. Et ensuite pouvoir en discuter aussi les cas limites qui sont assez intéressants ici. Voilà, je vous remercie pour ce complément.